Bonjour mes petits mammifères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 du Point Littérature et aujourd'hui on va parler de ces livres qui nous ont fait voyager dans le passé et que j'aimerais évidemment vous recommander. Quand je dis voyager dans le passé, je parle dans tous les sens du terme. Que ce soit le fait de se métaboliser dans le passé, de chercher à se souvenir du passé ou parfois juste de nous raconter le passé. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 livres qui m'ont fait voyager dans le passé. Allez, trêve de blablaterie, on passe aux choses sérieuses. Bon, techniquement, on va y arriver si mon téléphone voudrait bien arrêter de mourir à chaque instant. Du coup, je suis pas cadrée pareil et ça me stresse, mais c'est pas grave. Mamie Lugger est un livre écrit par Benoît Philippon et publié en 2018 aux éditions des Arènes. C'est l'histoire d'une mamie serial killeuse qui, à la suite d'un incident, va être emmenée par la police et interrogée. Lors de la perquisition de son domicile, les policiers vont retrouver 7 cadavres dans sa cave. Oui. Je tiens à préciser que Berthe, du coup, cette mamie, a une centaine d'années. Elle a 100 ou 101 ans, je sais plus. Et ces 7 cadavres sont en fait les cadavres de ses 7 ex-maris. Elle sera donc arrêtée et placée en garde à vue en vue d'être interrogée. Et en fait, le livre va raconter justement ce moment d'interrogatoire durant lequel on va plonger dans le passé de Berthe et on va faire face à plusieurs flashbacks qui vont expliquer comment et pourquoi ces 7 ex-maris ont fini enterrés dans sa cave. Je tiens à dire que Berthe a d'abord été arrêtée parce qu'elle avait tiré sur son voisin avec un Luger. Le Luger étant à l'époque l'arme utilisée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais pourquoi ce livre m'a plu et pourquoi est-ce qu'il m'a fait voyager dans le passé? Bon, je vous préviens, à partir de là, ça va spoil à mort, donc si vous voulez pas savoir la suite ou si vous voulez le lire, juste allez le lire et revenez voir la vidéo après, hein, moi y a pas de souci, hein, je suis toujours là. Déjà, on a cette notion de mamie qui donne cette dimension humoristique au livre. Humoristique, mais en même temps historique. Puisqu'on va raconter la vie justement de Berthe. Et si je vous dis mamie serial killeuse, je pense que je vous ai décroché un petit sourire tellement la situation paraît ubuesque. Bon, après, les mamies serial killeuses, ça a vraiment existé. Il suffit d'aller voir les vidéos de Max Kayes ou de Rafu pour justement comprendre que, en fait, c'est pas une blague. Et c'est pas si drôle que ça. Mais c'est quand même incongru comme situation. Et le récit, même s'il est raconté du point de vue de Berthe, il est quand même amené par un narrateur omniscient. On assiste à la description de toutes les scènes, mais on a accès à la pensée de chaque personnage, ou du moins leurs intentions. L'immersion dans les flashbacks de Berthe est donc totale. Car même si Mamie Lugger semble être un livre basé sur l'histoire d'une mamie qui a simplement tiré sur son voisin un beau matin, raconte cependant l'histoire d'une femme qui a eu plusieurs vies à travers plusieurs hommes. Dès l'adolescence, on décèle chez Berthe un fort caractère, qu'on pourrait en temps normal attribuer aux mamies un peu reloues. Et en fait non, Berthe, elle est juste complètement tarée depuis son adolescence. Et ça, c'est dû principalement à l'éducation qu'elle a eue. Elle est très sûre d'elle, très exigeante, et un franc-parler à vous faire remettre votre vie en question. Et comme je vous l'ai dit, Berthe, elle a développé ce caractère principalement durant son éducation, mais aussi à cause de tout ce qu'elle a pu vivre au cours de sa vie. Elle est passée par des maris violents, psychologiquement et physiquement parlant. À travers la guerre, elle aura vécu seule, mal accompagnée, parfois bien accompagnée, mais ça va pas durer. Tous morts de sa main après l'énième coup, l'énième insulte ou l'énième tromperie. Malgré tout, le ton du livre ne bascule absolument pas dans le drame, ou du moins pas pendant la première partie du livre. Et je dirais même que ça m'a beaucoup fait penser à la série Why Women Kill, en un peu plus léger. Berthe n'est ni plus ni moins victime d'une société, mais aussi d'un patriarcat, duquel elle essaye tant bien que mal de se dépatouiller. Car comme vous devez peut-être l'imaginer, elle fait partie de cette génération de femmes qui ne divorcent pas. Même si Berthe, elle en a absolument rien à foutre, soyons honnêtes. Après, j'avoue que 7, c'est beaucoup. 6, si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il y en a un, du coup, c'était pas sa faute, c'était un accident. Il s'est étouffé. Et pour finir, sachez que ce livre a aussi mal fini qu'il a commencé. C'est-à-dire que le livre s'ouvre sur une scène où on voit Berthe en train de tirer sur son voisin, et le livre va se solder par son suicide. Donc oui, on est vraiment sur du tout et n'importe quoi, faut vraiment prendre le livre au millième degré aussi, je pense. Et si vous voulez tout savoir, Berthe, elle a fini par rencontrer l'homme de sa vie. Malheureusement, il y avait un obstacle à leur amour, la couleur de peau de son amoureux. En effet, Berthe était tombée amoureuse d'une personne noire. L'idylle a duré un moment, la guerre était finie. Elle souhaitait donc vivre avec lui, passer le restant de sa vie avec lui. Bon, Berthe ne pouvait pas avoir d'enfant, du coup, elle n'a pas eu d'enfant. Malheureusement, le contexte politique et social a fait que son amoureux n'était pas accepté de la société, et le métissage non plus. Et c'est un matin, lorsqu'elle ne voit pas son amour revenir habituellement de sa course à pied, qu'elle décide de partir à sa recherche et qu'elle va trouver le corps de son amoureux pendu
dans la forêt, assassinés par ceux qui voulaient les voir souffrir. Mamie Lugger met en lumière toute la haine et la cruauté dont l'espèce humaine peut faire preuve. Ce retour dans le passé nous plonge dans l'histoire d'une femme qui, malheureusement, a dû faire face à la guerre, faire face à plusieurs maris. Ça a été une épouse, ça n'a pas été une mère. Et ça, pour l'époque, c'était très important. Dans une France tout juste sortie de la guerre, amochée par des années de bataille et soumise à une reconstruction sociale et sociétale. Si je peux vous dire une chose de ce livre, c'est que j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai appris. Il vous plaira, je l'espère en tout cas. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'un autre livre de Benoît Philippon est sorti et qui s'appelle Papy Mariole, que j'ai bien envie de lire mais que j'ai pas encore lu. Je sais également qu'il avait sorti un premier roman appelé Cabossé. Cabossé qui raconte une histoire, l'histoire d'un couple en fuite. Et cette histoire en fait est liée à celle de Mamie Lugger. Donc, je vous invite également à aller le lire. Moi, je l'ai pas lu, mais je vous invite à aller le lire parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien. On passe au numéro 2. Les Mémoires de la forêt est une petite série écrite par Michael Brun-Arnaud et publiée par l'École des loisirs en 2022. Pour le tome, c'est un roman à destination des 9-12 ans et qui pourtant a bien attrapé mon col. Remettons un peu de contexte à tout ça. Toute la série se déroule dans un univers uniquement rempli d'animaux. On suit principalement la vie de Archibald de Renard et la vie de tous les autres animaux de la forêt de Belle-Écorce. Le tome 1, lui, est bien dans le thème du voyage dans le passé, puisque dans ce tome, on va suivre les aventures de Ferdinand Taupe, qui a perdu sa femme Maude. Littéralement perdu, on ne sait pas où elle est, cette femme. Et il va aller demander de l'aide à Archibald de Renard, qui va donc décider d'accepter. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais vous avez compris l'idée. En fait, il a pris pitié pour Ferdinand Taupe et il va donc décider de l'aider, tout simplement. Parce que c'est une âme charitable, Archibald. Et il va donc lâcher sa précieuse librairie pour partir à la recherche de Maude, la femme de Ferdinand. Avec Ferdinand, évidemment. Mais vous allez me demander pourquoi Ferdinand, il sait pas où est sa femme. Et c'est là où je vais absolument vous détruire psychologiquement. En fait, Ferdinand, il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et si vous avez bien compris la métaphore, la maladie de l'oubli-tout, c'est la maladie de l'Alzheimer. Il ne se souvient donc plus de rien. Et il oublie parfois même immédiatement les conversations, un peu comme Dory dans le monde de Nemo. Donc, le voyage dans le passé est principalement situé dans la tête de notre petit Ferdinand, car il doit se souvenir. Et pour se souvenir, il doit voyager. Littéralement, pour retrouver sa mémoire, mais également sa petite topinette. Bon, là, on va rentrer dans le spoil, donc accroche-toi bien, parce que je sais pas si je vais te faire pleurer. Sinon, comme je l'ai dit, tu zappes quelques minutes. En fait, notre Ferdinand, à force de remonter les indices et les rencontres, et de parcourir absolument tout Belle-Écorce, va soudainement découvrir qu'un autre petit être est à la recherche de Maude. Une autre taupe. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que cette jeune taupe est en réalité son enfant. Son enfant et celui de Maude. Mais c'est fou ça, Ferdinand est papa. Et la partie qui je pense est la plus difficile dans ce livre, mais qui en même temps en fait toute sa beauté et sa richesse, c'est le fait qu'on parle de la dure réalité de la vie. Car même si l'histoire semble toute belle, attendrissante finalement, avec tous ces animaux et ces recettes de gâteaux absolument alléchantes, elle se termine pas 100% très bien. En fait, on découvre que Maude, un jour, alors qu'un terrible incendie s'est déclenché dans la forêt, a décidé de sauver Ferdinand et son enfant. Parce qu'en fait, il y avait que 2 coquilles dans lesquelles on pouvait placer quelqu'un, les mettre sur l'eau et les faire naviguer afin de pouvoir échapper à l'incendie. Ferdinand, au départ, il disait non, c'est moi qui me sacrifie et vous allez survivre et c'est moi qui vais rester. Bien évidemment, Maude, elle l'a pas du tout entendu de cette oreille. Elle a décidé d'assommer Ferdinand, de placer son corps dans une coquille, de placer son fils dans l'autre et de les voir naviguer et partir au loin. Et évidemment, elle s'est sacrifiée pour eux. Cette scène est décrite durant 1 ou 2 pages, max, sur tout le roman. Et ça a été 1 ou 2 pages où je pense que mon cœur d'adulte s'est fendu littéralement comme ces 2 coquilles. En fait, c'est terriblement triste et ce livre aborde des sujets comme la maladie, le deuil, la description de la mort. On est quand même sur un roman pour les 9-12 ans, mais cette douceur que l'on retrouve à la fois dans l'écriture et dans les illustrations, car ce livre, je l'ai pas précisé au départ, possède plusieurs illustrations et il est vraiment très sympathique à regarder. Ici, on n'est pas du tout sur la même chose qu'avec Mamie Lugger. On voyage dans le passé, effectivement. On ne raconte pas un passé, on découvre un passé en même temps que le personnage. Et comme je l'ai dit dès le départ, Ferdinand est atteint de la maladie de l'Alzheimer et il ne pourra pas retrouver l'entièreté de sa mémoire. Le voyage a également été littéral dans le livre puisqu'ils ont parcouru toute la forêt, mais aussi dans le sens où on accompagne Ferdinand vers sa quête de vérité, aussi difficile soit-elle. Je vous recommande donc cette série, autant agréable à lire qu'à regarder, du moins à parcourir. Et c'est parti pour le numéro 3.
Tant que le café est encore chaud est un livre qui a été écrit par Toshikatsu Kawaguchi. Il a été publié en 2005 et la version que j'ai lue est une édition sortie chez J'ai lu. Je l'ai lu tout récemment, genre la semaine dernière, et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée par sa beauté. Bon, je dis pas que les deux autres m'ont pas touchée, mais je dis que celui-là est particulièrement poétique. Alors, on parle évidemment de la beauté de l'écriture et du langage utilisé. Malgré tout, je ne sais pas si vous connaissez ce roman. En fait, c'est l'histoire d'un café dans lequel on peut venir et voyager dans le passé ou le futur à plusieurs conditions. Vous avez plusieurs règles préétablies et auxquelles vous devez vous soumettre si vous souhaitez voyager du coup dans le temps. La première étant que peu importe ce que vous allez dire ou faire, ça ne changera absolument pas la situation présente. Vous ne pouvez également pas bouger de votre chaise sur laquelle vous êtes assis, au risque d'être ramené illico presto dans le présent. Il y a aussi cette règle qui dit que vous ne pourrez pas voir la personne que vous souhaitez voir si cette personne n'est jamais venue dans ce café au cours de sa vie. Les personnes que vous pouvez voir peuvent être vivantes comme défuntes. Et la règle la plus importante, c'est que vous devez revenir avant que le café que l'on va vous servir refroidisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous asseyez sur cette chaise, vous avez un café qui vous est servi et vous devez le boire avant qu'il ne refroidisse, au risque de devenir vous-même un fantôme. Votre temps est donc très compté, voire millimétré. L'histoire est particulièrement intéressante puisqu'elle soulève cette question: si vous pouviez voyager dans le passé, qui iriez-vous voir et pourquoi? C'est le cas dans ce livre de 4 femmes qui ont dû voyager dans le passé ou le futur pour diverses raisons. Et si vous pensez que je ne vais pas vous spoiler ce livre, vous avez complètement tort. Donc je vous invite encore une fois à passer ces quelques minutes. En fait, dans la première histoire, on assiste à la rupture d'un couple. Et la jeune femme va très très mal le vivre. En effet, son copain a décidé de partir à l'étranger pour ses études, pour sa carrière professionnelle. Et elle l'entend pas du tout de cette oreille. C'est-à-dire que elle aurait voulu le retenir, elle aurait voulu qu'il dise « Mon Dieu, mais tu es l'amour de ma vie, j'aimerais rester avec toi jusqu'à la mort et jusqu'à ce que... » Bah non, en fait. Et du coup, elle décide de retourner dans le passé pour tenter de le retenir. Sauf que si vous avez bien entendu les règles que je vous ai racontées dès le départ, peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites, ça ne change absolument pas la situation présente. Et donc, elle y va un petit peu pour se soigner et dire ce qu'elle aurait voulu dire à l'origine à son copain. Ça s'est soldé par un échec parce que justement, elle s'est rappelée à ce moment-là qu'en fait, peu importe ce qu'elle dise, ça ne changera absolument rien à la situation. Elle doit donc rester avec ce regret éternel de n'avoir jamais rien dit à son copain à l'instant T pour pouvoir le retenir. Il y a également l'histoire d'une jeune femme dont le mari est atteint de la maladie de l'Alzheimer. Une femme d'un âge mûr. Elle est infirmière. Il a donc oublié qui elle était depuis longtemps. Et il pense qu'en fait cette femme est son infirmière, puisqu'elle est toujours habillée en infirmière. Un jour, elle découvre que son mari a écrit une lettre il y a bien longtemps qu'il ne lui a pas donnée. Chose étrange, son mari est illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. Ça veut donc dire qu'il a fait un effort de fou pour pouvoir écrire cette lettre. Et cette femme se dit automatiquement que c'est une lettre d'amour. Elle va donc partir dans le passé pour discuter déjà avec son mari qui se souvient d'elle. Évidemment, tout ça, c'est assez bouleversant. Et il va finir par lui donner cette lettre parce qu'il va comprendre qu'elle vient du futur et qu'il l'a donc oubliée. À partir de là, elle revient avec la lettre, elle va l'ouvrir et découvrir qu'en fait, son mari lui demandait dans cette lettre, bon déjà, outre le fait que c'était réellement une lettre d'amour, mais pas tant que ça non plus, puisqu'il lui disait que si la maladie devenait trop importante, il préférait qu'elle le quitte et qu'elle aille tout simplement refaire sa vie ailleurs plutôt que de subir une maladie aussi lourde que l'Alzheimer. C'est donc une histoire très touchante puisque cette femme a finalement décidé de ne plus agir comme son infirmière, mais de chaque jour lui rappeler qu'elle était sa femme et qu'elle l'aimait et de prendre soin de lui et de le chérir puisqu'en fait elle a trouvé cette lettre absolument touchante. La troisième histoire raconte celle d'une femme qui avait rompu tout contact avec sa famille il y a un bon moment déjà et dont la sœur venait quasiment toutes les semaines pour essayer de la tanner et de lui dire s'il te plaît essaye de revenir à la maison, essaye de renouer avec les parents et reprenons ensemble l'auberge familiale. Chose qui ne s'est pas faite parce qu'en fait cette femme qui travaille justement au café ne souhaitait pas revoir sa sœur, tout simplement parce qu'elle pensait que sa sœur avait des choses à lui reprocher. Du coup, elle avait coupé tout contact avec sa sœur et lorsque sa sœur venait pour essayer de lui parler, elle l'évitait complètement. Et en fait, un jour, elle va apprendre que sa sœur a eu un accident de voiture justement sur le chemin retour et que cette sœur est décédée. Elle aura donc énormément de remords, énormément de regrets. Elle cherchera à savoir pourquoi sa sœur donnait tant de mal pour venir la voir souvent, pour essayer de lui parler souvent, qu'est-ce que cette femme avait à lui dire. Elle va donc retourner dans le passé et elle va faire comme si elle acceptait de parler à cette sœur. Et lorsqu'elle va accepter de lui parler, sa sœur va lui expliquer que son plus grand rêve était au final de reprendre l'auberge familiale
avec elle. Ce qui est donc tout l'inverse de ce qu'elle avait imaginé à l'origine. Elle est donc remplie de remords et je vous avoue que ça c'est l'histoire qui m'a bien fait pleurer. J'aime bien, l'ambiance est géniale ici. Et pour finir, la dernière histoire raconte celle d'une femme qui tient justement le café, c'est la gérante du café et qui a une santé un petit peu fragile. Cette femme, un jour, va apprendre qu'elle est enceinte et en fait se pose la question, puisqu'elle s'affaiblit extrêmement vite. La question pour elle ne se pose pas. Elle veut mener sa grossesse à terme, mais cela implique justement le sacrifice de sa propre vie. Pour être rassurée de la tournure et de la suite des événements, elle va donc partir dans le passé. Et lorsqu'elle va arriver dans le passé, elle va rencontrer sa fille, elle va voir que sa fille travaille au café, elle va découvrir qu'elle va bien, qu'elle est en bonne santé, qu'elle grandit. Malheureusement, elle souffre de l'absence de sa maman. Et en fait, lorsqu'elle va voir cette jeune fille, elle va se rendre compte qu'en fait, cette fille avait voyagé dans le passé et l'avait rencontrée il y a déjà quelques temps. Donc en fait, elles se sont déjà rencontrées. Ce livre, du coup, je le disais, est absolument touchant, émotionnellement destructeur et propose une réflexion sur l'amour, mais également sur les relations que l'on entretient avec nos proches. Est-ce que vous dites à vos proches que vous les aimez? Est-ce que vous passez suffisamment de temps avec eux? Est-ce que si demain il arrivait quelque chose à quelqu'un autour de vous, est-ce que vous auriez des remords ou des regrets auprès de ces personnes? Ce livre nous amène donc à plusieurs réflexions, comme le fait de prendre certaines décisions plus ou moins poussées si on connaît l'issue de l'histoire. Vous n'êtes pas soumis à la température d'un café. Bref, je voulais pas vous donner envie de vous flinguer avec toutes ces histoires, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Et si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, afin qu'on en discute et qu'on puisse proposer plusieurs réflexions. Évidemment, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais sinon là, on part dans des débats qui sont absolument infinis, parce que c'est des livres qui proposent de vraies réflexions sur la vie, sur les relations humaines, etc. Je vous fais de très gros bisous mes petits mammifères, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 13 du Point Littérature.